Cette figurine n'a l'air de rien comme ça, et pourtant elle a déclenché un véritable scandale. Un scandale si grand qu'il a fini par atteindre les plus hautes sphères du gouvernement japonais. Et pour comprendre pourquoi, il faut reprendre du début. Ok, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment un mauvais PC. Un vieux PC portable HP qui n'était pas vraiment fait pour le gaming, et j'en avais un peu marre de lancer tous les jours le même MMO dont il est préférable de taire le nom. Et donc je cherchais un jeu que je pouvais faire tourner facilement. En parcourant le web, je suis tombé sur un site qui m'a permis de découvrir Endless Legend et ses incroyables musiques. Ou encore Oblivion, pépite du jeu vidéo qui est devenu par la suite ma licence favorite, un jeu très en avance sur son temps grâce à son IA par exemple. Farewell. May you rest in peace. Ouais, le jeu est vieux. Mais en poursuivant ma recherche dans cette liste, un autre nom a attiré mon attention, une licence que tout le monde semblait connaître mais que je n'avais encore jamais essayé. Cette franchise n'était pas portée par n'importe quel studio, elle appartient à un véritable géant de l'industrie du jeu vidéo, un studio français qui plus est, c'est Ubisoft. Et cette licence est sans doute son plus grand succès, un nom qui a marqué des générations, une saga qui a su évoluer au fil du temps et qui, malgré ses hauts et ses bas, reste l'un des piliers du jeu vidéo moderne. C'est bien entendu Assassin's Creed. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'Assassin's Creed n'a pas toujours été prévu comme un projet indépendant. En 2003, après le succès de Prince of Persia, Les Sables du Temps, l'équipe d'Ubisoft Montréal a exploré des idées pour une suite. Ils ont envisagé un jeu intitulé Prince of Persia Assassins, où le joueur incarnerait un assassin protégeant un prince dans un monde ouvert, mais au fil du développement, le projet a évolué pour devenir une nouvelle franchise indépendante qui se concentre sur les assassins et les Templiers pendant les croisades, donnant ainsi naissance à Assassin's Creed. Alors pour ceux qui ne savent pas, le premier Assassin's Creed se déroule en deux temporalités distinctes, le présent sous la forme de Desmond Miles, un homme sans histoire qui a été kidnappé par Abstergo, qui est une mystérieuse multinationale et qui force Desmond à utiliser une machine appelée l'Animus, qui permet de revivre les souvenirs de ses ancêtres en explorant leur ADN, et le passé, la partie la plus intéressante du jeu, c'est-à-dire l'incarnation d'Altaïr, un maître assassin arrogant qui échoue dans une mission importante et met l'ordre des assassins en danger. En guise de punition, il est rétrogradé et doit regagner son rang en accomplissant une série de missions pour le mentor de l'ordre, Al-Mualim. L'objectif est simple, éliminer 9 cibles influentes liées aux Templiers, une organisation ennemie qui cherche à obtenir la Pomme d'Éden, un artefact aux multiples pouvoirs pour asseoir leur domination. Et là, imaginez, vous êtes en 2007, pour la première fois vous pouvez escalader absolument tout. Une tour au loin, vous grimpez. Les murailles d'une ville, aucun problème. Ce sentiment de liberté de pouvoir aller où vous voulez, quand vous voulez, était assez révolutionnaire pour l'époque. Il y avait juste à activer le mode course libre, foncer en direction d'un bâtiment, et ton personnage avait la capacité de l'escalader. Ajoute à ça la précision remarquable d'avoir recréé les 3 villes que tu peux explorer, à savoir Damas, Acre et Jérusalem, et ça donne quelque chose de franchement bluffant. Tiens d'ailleurs, cette idée d'escalader une tour pour révéler une partie de la carte, c'est Assassin's Creed qui l'a popularisé, et ça a été repris dans des jeux comme Breath of the Wild avec ses tours Sheikah, ou Horizon Zero Dawn où tu dois grimper sur des tall necks. Et comment est-ce que je pourrais parler des tours sans évoquer le très culte saut de la foi et ce sound effect hyper satisfaisant. Et puis il y avait aussi cette autre facette du gameplay que l'on pourrait appeler l'infiltration sociale. À une époque où les jeux d'infiltration comme Splinter Cell ou Metal Gear Solid s'appuyaient sur l'ombre, la lumière et des gadgets high-tech pour échapper aux ennemis, Assassin's Creed a pris une décision radicalement différente. Ici, la meilleure cachette est au grand jour. Pas besoin de vous tapir dans un coin sombre ou d'attendre qu'un cycle jour-nuit joue en votre faveur. Non, tout ce qu'il fallait c'était marcher lentement, baisser la tête et se mêler à un groupe de moines ou se fondre dans la foule. L'idée était simple, disparaître au milieu du chaos organisé de la vie urbaine, et ça, mine de rien, c'est une idée qui a marché et que j'ai personnellement beaucoup appréciée. Évidemment, il y avait aussi des critiques au jeu, comme son système de combat simpliste avec des mécaniques de contre-attaque prédominantes, parce que oui,
La meilleure solution, c'était d'attendre qu'un ennemi vous attaque, contrer au bon moment et le combat était fini. Et il faut être honnête, les gardes attaquaient souvent un par un comme s'ils suivaient une file d'attente invisible, ce qui, disons-le franchement, retirait beaucoup de tension au combat. Malgré ces quelques critiques, il était clair que le public réclamait un nouvel Assassin's Creed, et Ubisoft comptait bien régler ces quelques soucis. Et ainsi sort en 2009 Assassin's Creed 2. Et là où le premier était critiqué pour ses missions répétitives, ses combats parfois monotones et son héros un peu froid, très peu développé au final, la suite corrige tout. On incarne Ezio Auditore, un jeune noble italien insouciant et charismatique, dont on suivra l'évolution au cours d'une trilogie avec Brotherhood et Révélation. On assiste à la chute de sa famille, à sa soif de vengeance et à son évolution, celle d'un jeune homme impulsif à un maître assassin. Mais ce n'est pas que le personnage, Ubisoft avait écouté. Chaque mission était unique, avec des objectifs variés et des moments mémorables. Infiltrer une fête masquée à Venise, assassiner une cible depuis les airs, ou même voler avec les ailes de Léonard de Vinci, tout était là pour surprendre le joueur et pour le captiver. Et le contexte de la Renaissance italienne était très apprécié. Florence, Venise et Monteriggioni, qui servent de quartier général des assassins, proposaient une mécanique de gestion économique et de rénovation pour une variété de gameplay. Assassin's Creed 2, c'était ça, une promesse tenue. Tout ce que le premier jeu aurait pu être, celui-ci l'était. C'est l'épisode qui a défini la formule emblématique de la franchise. Ezio est sans doute devenu le personnage le plus aimé de la série, et c'est cet opus qui a vraiment consolidé Assassin's Creed comme une franchise incontournable. Mais si Assassin's Creed a brillé au firmament, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Ubisoft, c'est aussi une multitude de franchises qui ont marqué toute une génération de joueurs. Le premier jeu Ubisoft auquel j'ai joué est sans doute Rayman 2, The Great Escape. Ma cousine l'avait sur PS1 à l'époque, et quand j'allais chez elle, c'était le jeu auquel je jouais le plus, avec Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories et le tout premier Spyro. Bon alors, je suis jamais allé très loin dans ce jeu, mais de ce que je me rappelle, c'était un jeu de plateforme à patoun où il fallait collecter des lucioles et combattre des robots pirates. Rien qu'entendre les musiques aujourd'hui me rend nostalgique, et puis dans l'ensemble, l'univers très coloré de la licence a su plaire à un grand nombre de personnes. C'est aussi une licence qui a marqué son époque avec des jeux comme Rayman Origins et Rayman Legends, où Ubisoft a remis sur le devant de la scène les jeux de plateforme 2D. Des titres avec une direction artistique magnifique et leur gameplay parfaitement équilibré, qui ont prouvé que le genre avait encore sa place dans un monde dominé par les FPS et les mondes ouverts. Et puis comment ne pas parler de Just Dance. Lancé en 2009, ce jeu a été conçu à l'origine pour tirer parti des fonctionnalités de la Wii avec ses capteurs de mouvement. Le concept était simple, tenir une manette et imiter les mouvements d'une chorégraphie à l'écran. Et cette simplicité, combinée à un gameplay accessible, a permis à Just Dance de toucher un public bien au-delà des gamers traditionnels. Le jeu s'est rapidement imposé comme un incontournable des soirées entre amis ou en famille. Il proposait des chansons populaires de différentes époques et cultures, attirant à la fois les jeunes joueurs et les adultes nostalgiques. Grâce à cette capacité à réunir plusieurs générations autour d'un écran, Just Dance a dépassé le cadre du jeu vidéo pour devenir un véritable phénomène social. Avec plus de 70 millions d'exemplaires vendus depuis son lancement, Just Dance est l'une des franchises les plus lucratives d'Ubisoft. Elle a également marqué l'industrie en s'adaptant aux nouvelles technologies. Après la Wii, la série a évolué pour intégrer des plateformes comme PlayStation, Xbox, la Switch et même les smartphones via une application dédiée. Aujourd'hui encore, de nouveaux opus continuent de sortir chaque année, consolidant son statut de pilier du catalogue d'Ubisoft et de référence dans les jeux musicaux. Une autre de leurs licences phares, c'est bien sûr Far Cry. Lancée en 2004, la franchise a posé de nouvelles bases pour les jeux de tir en monde ouvert. Le premier opus développé par Crytek et publié par Ubisoft impressionnait par ses environnements ouverts et immersifs, et contrairement aux FPS linéaires traditionnels, Far Cry offrait aux joueurs une liberté d'approche, qu'il s'agisse d'infiltration ou de combat frontal, dans un décor tropical magnifiquement détaillé. Mais c'est avec Far Cry 3 en 2012 que la série a vraiment marqué l'industrie. Ce jeu a popularisé une formule qui alliait exploration, survie et narration forte. Il introduisait également un élément qui deviendrait emblématique de la franchise, des antagonistes charismatiques comme Vas Montenegro, avec son monologue glaçant sur la folie, qui reste l'un des méchants les plus mémorables du jeu vidéo. La définition que j'ai du folie, la folie, c'est faire sans arrêt exactement la même connerie qu'on répète sans arrêt, en espérant que ça change. Voilà ce qu'est la folie. Mais la première fois qu'un type m'a dit ça, je sais pas, j'ai cru qu'il se foutait de ma gueule, donc boum, je l'ai abattu. Le truc c'est que... ok. C'était vrai. C'est là que j'ai commencé à voir partout, je regardais tous ces pauvres connards se remettaient sans cesse à faire la même putain de chose. Encore et encore et encore et encore, sans arrêt. En se disant,
cette fois, ça sera différent. Non, 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 pitié. Cette fois, ça sera différent. Excuse-moi. Je n'aime pas la façon que t'as de me regarder. Ok? T'as de la merde dans la tête ou quoi? Tu crois que je me fous de ta gueule ou que je m'en tête? Je t'emmerde, ok? Va! Chier! Ça va, c'est bon. Détends, je me calme. Le hic, c'est que... Regarde. Le hic, c'est que je suis déjà buté une fois. Mais je suis quand même pas complètement taré. Non, ça va. C'est l'histoire ancienne maintenant. Est-ce que je t'ai déjà donné la définition du mot folie? Toutes ces franchises ont prouvé qu'Ubisoft savait captiver les joueurs à chaque époque en mêlant innovation, créativité et ambition. Cela étant dit, même les empires les plus puissants peuvent vaciller. Et Ubisoft, malgré ses exploits, n'a pas échappé à cette règle. Ces dernières années, Ubisoft a accumulé des projets mal reçus, des fermetures prématurées et des décisions qui ont laissé les joueurs perplexes. Comment un géant capable de tels exploits a-t-il pu se retrouver dans une situation aussi précaire? Pour comprendre cette chute, il faut se tourner vers une série de faux pas qui, petit à petit, ont érodé l'image d'Ubisoft. Des projets ambitieux mais mal exécutés, des promesses non tenues, et une gestion interne qui a laissé planer un doute sur les capacités du studio à retrouver son éclat d'autrefois. Skull and Bones est peut-être l'un des plus symptomatiques de ce qui ne va plus chez Ubisoft. À la base, c'était une idée toute simple. Après le succès d'Assassin's Creed Black Flag, Ubisoft Singapour voulait développer un mode multijoueur centré sur les batailles navales. Rien de très ambitieux au départ, juste une extension pour surfer sur ce qui avait plu aux joueurs. Mais Ubisoft, fidèle à son habitude, a décidé d'en faire un jeu complet, autonome, présenté comme le tout premier quadruple A. Et c'est là que les choses se compliquent. Le développement commence et très vite, Skull and Bones se retrouve dans une spirale infernale. En 11 ans de développement, le jeu a été complètement remanié plusieurs fois. Dans une version, on incarnait un pirate qui explorait librement les mers, dans une autre, on contrôlait directement le navire, et dans une autre version, on se focalise plus sur l'aspect survie et exploration. Puis en voyant le succès de Fortnite, ils ont décidé d'opter pour la même approche, c'est-à-dire le live service storytelling. Vous savez, ce concept un peu de « Ah tiens, il y a une météorite dans le ciel, quelques updates plus tard elle se crash, quelques updates plus tard elle change la map, etc. etc. » Le jeu a globalement suivi plusieurs trends, ce qui a mené à ses 11 ans de développement, en perdant son identité à chaque reboot. Et d'après un ancien employé, la faute revient au pôle éditorial qui était difficile à satisfaire. À chaque fois que nous recevions des retours de Paris, ils paniquaient complètement et changeaient tout. Puis ils remplaçaient les personnes qui travaillaient sur le projet, et ça s'est produit plusieurs fois. Quelques années plus tard, voyant le succès de Sea of Thieves, ils ont encore pivoté pour tenter d'imiter ce modèle. Résultat, Skull and Bones a perdu son identité en chemin. Et même pire que ça, il y a ce que ça leur a coûté. Entre 650 et 850 millions de dollars ont été engloutis dans ce projet. Vous avez du mal à visualiser ce que ça représente? Ok, faisons un petit jeu. Quelle est, selon vous, la valeur totale d'Ubisoft aujourd'hui? Je vous laisse deviner. Peut-être 3 milliards, 5 milliards? Eh bien non. Aujourd'hui, Ubisoft vaut environ 1,7 milliard de dollars. Vous réalisez ce que ça signifie? Skull and Bones a coûté à Ubisoft presque la moitié de sa valeur marchande actuelle. Pensez-y un instant. Un jeu qui a été repoussé 6 fois, un jeu qui, aujourd'hui encore, peine à convaincre. C'est glaçant, surtout quand on regarde le nombre de joueurs actifs. Et pourtant, même après 11 ans d'attente et une fortune dépensée, le produit final semble encore déconnecté des attentes des joueurs. Proposé à 70 €, Skull and Bones ne s'arrête pas là. Ubisoft a décidé d'y ajouter des microtransactions envahissantes et un système de Battle Pass. Imaginez, après tout ce temps, les joueurs qui osent encore se lancer dans cette aventure se retrouvent à payer un prix premium pour ensuite être bombardés de contenus supplémentaires bloqués derrière un paywall. Là où des jeux comme Sea of Thieves captivent par leur liberté et leur sens de la communauté,
Skull and Bones ressemble à un produit conçu avant tout pour maximiser les profits. Des choix économiques qui ne font que souligner à quel point Ubisoft semble avoir perdu le lien avec ses joueurs, remplaçant l'ambition créative par une approche purement transactionnelle. Et ce qui rend cette histoire encore plus tragique, c'est qu'elle reflète parfaitement ce qu'Ubisoft était capable d'accomplir autrefois. Avec Assassin's Creed 2, ils ont corrigé les défauts du premier opus en livrant une aventure riche et mémorable. Avec Far Cry 3, ils ont su répondre aux critiques en créant des personnages inoubliables et en donnant à la série une identité claire. Mais aujourd'hui, Ubisoft court après les tendances, s'égare dans toutes les directions sans jamais vraiment savoir pourquoi. Et c'est pour ça que Skull and Bones n'est pas juste un échec, mais un véritable naufrage. C'est un symbole. Le symbole d'une entreprise qui a perdu sa vision, son lien avec les joueurs, et quelque part, j'ai même envie de dire son âme. Aujourd'hui, Ubisoft n'est plus perçu que comme un géant creux, une machine à la merci de dirigeants déconnectés, incapables de comprendre l'univers du jeu vidéo et de son public. Et malheureusement, Skull and Bones n'est pas un cas isolé. Prenez Star Wars Outlaw par exemple. Sur le papier, le projet avait tout pour dorer l'image d'Ubisoft. Un partenariat avec Lucasfilm, le tout premier jeu en monde ouvert de l'univers Star Wars, une licence légendaire qui a fait rêver des générations entières, et pourtant, le résultat est décevant. Le jeu nous plonge entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. On y incarne Kai Vess, une contrebandière qui tente de se faire une place dans la pègre galactique. L'idée est intéressante, on ne joue pas un Jedi ni un Sith, mais quelqu'un qui navigue dans les zones grises de la galaxie. Ubisoft promettait des choix moraux qui influenceraient l'histoire, des combats spatiaux, des missions d'infiltration et une liberté d'exploration. Bref, tout ce qu'on peut attendre d'un Star Wars moderne. Mais assez vite, les premiers trailers ont fait redescendre l'enthousiasme. Le gameplay semblait familier. On retrouvait les mêmes mécaniques que dans tous les open world d'Ubisoft. Une carte remplie d'objectifs à cocher, des missions répétitives et une narration qui semblait rester en surface. En gros, ça ressemblait aux titres récents de Far Cry ou Assassin's Creed, mais avec un skin Star Wars. Et c'est là que le problème commence. Quand on te vend le tout premier Star Wars en monde ouvert, tu t'attends à quelque chose de grandiose, quelque chose qui te transporte vraiment dans les galaxies lointaines, mais au lieu de ça, on a un jeu qui semble appliquer la même formule qu'Ubisoft utilise depuis des années. Et tout ça, pour un jeu qui s'était présenté comme le premier open world sur l'univers de Star Wars, ça fait un peu l'effet pétard mouillé. L'idée derrière un open world, c'est la sensation de liberté. Pourquoi est-ce que je peux pas le blesser ce civil ? Pourquoi est-ce que je ne peux qu'attaquer les forces de l'ordre et les ennemis ? Pour un jeu qui s'appelle Outlaw, c'est quand même assez cocasse. Et du coup, on est en droit de se demander pourquoi Ubisoft, avec un projet aussi ambitieux, s'est contenté de livrer un jeu aussi classique. La réponse, c'est qu'ils jouent la sécurité. Ubisoft est dans une période où ils ont peur de prendre des risques, ils appliquent la même formule encore et encore parce qu'ils savent que ça fonctionne, jusqu'à un certain point. Dans une industrie qui évolue aussi vite, ça ne suffit plus. Les joueurs attendent des expériences marquantes, des jeux qui les transportent, et Star Wars Outlaw aurait pu être ça. Sauf qu'à la place, on a eu un jeu qui coche des cases, mais qui n'a rien d'inoubliable. Ce n'est pas un désastre, ce n'est pas un mauvais jeu, mais dans une licence comme Star Wars, correct ne suffit pas. Mais comment on en est arrivé là ? Pourquoi un studio qui autrefois prenait des risques, qui nous a donné des jeux mémorables comme Assassin's Creed 2 ou Far Cry 3, est-il devenu aussi prévisible ? La réponse, c'est qu'ils n'ont plus vraiment le choix. Aujourd'hui, Ubisoft est une entreprise en difficulté. Leur valeur en bourse a chuté de 80% en quelques années, et quand une entreprise est en danger, elle se met à jouer la sécurité. Parce qu'il faut rassurer les investisseurs, pas de risque, pas de paris fous, juste des jeux qui rapportent ou qui sont censés rapporter. Il n'y a vraiment qu'une entité américaine que je connaisse dans laquelle des investisseurs au sens littéral, des gens du conseil d'administration, se pointent à certaines étapes de validation du projet pour te donner pouce, mort ou machin. Et là, tu vas te retrouver avec des questions de type est-ce qu'on peut organiser des concerts avec Wiz Khalifa dans le jeu ? Il y a ça comme microtransaction. Si tu remplis pas le cahier des charges, ça devient vraiment chaud les marrons, quoi. En dehors de ça, la vaste majorité de tous les éditeurs sont pas du tout comme ça. Mais pour être honnête et aller au bout de la réflexion sur les investisseurs, est-ce qu'il y a un poids des marchés sur les décisions qui sont prises ? Clairement. Et justement, là, on est dans une situation compliquée parce que plus la situation économique est merdique et plus on va
va resserrer les taux pour être certain qu'on minimise la prise de risque en essayant de calquer les modèles qui marchent le plus. Ce qui impacte gravement le processus créatif et l'innovation. Et donc on se retrouve avec le serpent qui se mord la queue. Si tu n'innoves pas assez, est-ce qu'à un moment donné tu vas percer? On est dans des trucs très très difficiles en fait. Le meilleur moment dans les studios et pour les AAA, c'est justement quand ça marche, qu'il y a des gros jeux, qu'il y a de l'argent qui rentre, c'est là que tu peux te permettre de pousser la prise de risque. À ce moment-là, t'es quand même plus détendu parce que t'as énormément d'argent à amener, tu peux montrer que ta méthode elle marche. Donc tout ça, c'est un rapport de confiance dans le marché et dans l'entreprise. Et effectivement, il y a un vrai impact de la situation économique et du marché dans la qualité des jeux que nous on va recevoir. À partir du moment où on est dans un secteur créatif, mais industrialisé, dans lequel il y a de l'argent, à quel moment, à quelle limite tu estimes ta liberté de création? Tu vas être soit un indépendant, donc tu fais un peu ce que tu veux, tu prends le risque par rapport au marché en fait, tu prends le risque toi-même, mais à partir du moment où tu as un studio qui est dépendant d'un éditeur, évidemment que tu as des comptes à rendre et que tu peux pas faire tout ce que tu veux, que tu as un certain cahier des charges, tu vas devoir à un moment donné t'y conformer, faire des présentations, prouver que ton idée est la meilleure. Ça veut pas dire que tu fais pas ce que tu veux, ça veut dire que très souvent tu vas avoir à le défendre et tu as intérêt à avoir dans ton studio ou en ton sein des gens qui comprennent les joueurs et le business, et qui vont être capables de faire le lien pour traduire, expliquer et garantir que tu peux avoir la liberté créative maximale. On a encore des jeux vraiment formidables, qui ont vraiment des partis pris très 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 forts, fort heureusement, et j'espère que ça s'arrêtera jamais. Ce serait une horreur si c'était le cas. Mais ces projets, aussi significatifs soient-ils, ne sont qu'à la partie immergée de l'iceberg. Il y a un cas en particulier qui illustre à lui seul les difficultés actuelles d'Ubisoft, qui va sans doute déterminer sa chute ou pas, c'est Assassin's Creed Shadow. Quand Ubisoft a annoncé Assassin's Creed Shadow, ça aurait dû être un moment historique pour les fans. Un nouvel opus, enfin situé dans le Japon féodal, une époque que les joueurs réclament depuis plus d'une décennie. Mais très vite, les premières réactions sur les réseaux sociaux ont été partagées. Parce que la vérité, c'est que l'histoire de Yasuke est encore très floue. Certains historiens affirment qu'il a effectivement été un samouraï, un guerrier au service d'Oda Nobunaga, mais d'autres estiment qu'il n'était qu'un simple serviteur, un garde du corps peut-être, mais pas un samouraï au sens strict. Et le problème, c'est que le récit autour de Yasuke repose presque entièrement sur le travail d'un seul homme, Thomas Lockley. Et c'est là que ça devient intéressant. Thomas Lockley, c'est un historien qui a écrit un livre intitulé African Samurai, The True Story of Yasuke, a Legendary Black Warrior in Feudal Japan. Ce livre est devenu la source principale pour toutes les mentions occidentales de Yasuke, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Thomas Lockley a lui-même modifié la page Wikipédia de Yasuke pendant des années. Quand on consulte l'historique des modifications de la page, on découvre un utilisateur nommé Totoritom qui a fait d'innombrables changements. Et si vous cliquez sur son profil, vous découvrez que Totoritom, c'est en réalité Thomas Lockley lui-même. Depuis 2016, il éditait la page pour renforcer ses théories. Il citait son propre livre comme source, avant même que le livre soit publié. Encore plus vil que ça, Lockley changeait son discours selon son audience. Dans une interview pour Time Magazine, il déclare « Il n'existe aucune trace écrite, mais selon la tradition, Yasuke aurait été celui qui emporte la tête de Oda Nobunaga pour la protéger de l'ennemi. Yasuke, en s'échappant avec la tête, aurait ainsi pu être perçu, et a été perçu, comme ayant changé le cours de l'histoire du Japon. Ce qui est contradictoire puisqu'il dit lui-même qu'il n'y a aucune évidence. Mais dans la version japonaise de son livre, cette théorie est qualifiée de hautement improbable. Donc d'un côté, Lockley raconte aux occidentaux que Yasuke a changé l'histoire du Japon, de l'autre, il admet aux japonais que c'est très peu probable. Et ça ne s'arrête pas là. Dans un article du Japan Times, Lockley a également affirmé que son livre avait été fact-checké par un expert renommé, Sakujin Kirino, l'un des plus grands spécialistes de l'incident de 1582, la mort de Nobunaga. Sauf que c'est faux. Lorsque la version japonaise de Nobunaga et Yasuke, basée sur l'œuvre originale de Thomas Lockley, a été publiée en 2017, la traductrice Fuji Yoshiko m'a demandé de lire et de donner mon avis. J'ai donc donné quelques avis. C'est tout ce qu'il y a à faire, ce n'est pas quelque chose d'aussi grandiose que la vérification des faits. Et après cette clarification, le Japan Times a dû mettre à jour son article pour retirer la mention de Kirino comme vérificateur officiel. Donc pour résumer, Lockley édite Wikipédia pour renforcer ses propres théories, il adapte son discours selon son audience, et il invente des arguments d'autorité pour crédibiliser son récit. Et le problème, c'est qu'Ubisoft a basé tout le marketing d'Assassin's Creed Shadow sur cette version contestée de Yasuke. Évidemment, il n'a pas fallu longtemps avant que les Japonais expriment leur mécontentement. Dites-vous que l'histoire est allée tellement loin que Satoshi Hamada, un membre du Parlement du Japon, en a parlé sur Twitter et Thomas Lockley a supprimé tous ses réseaux sociaux. Ubisoft a dû présenter des excuses publiques sur Twitter à la communauté japonaise,
en précisant que leurs jeux Assassin's Creed sont avant tout de la fiction inspirée par des faits historiques. Et dans les faits, c'est plutôt légitime, non? Je veux dire, le plot du premier opus reposait sur la recherche d'un artefact surpuissant d'une ancienne civilisation extraterrestre, ça reste une fiction, non? Dans les faits, oui. Mais le problème, c'est qu'Ubisoft joue sur deux tableaux. Comment prendre ces justifications au sérieux quand Ubisoft continue de marteler dans son marketing que leurs jeux permettent aussi d'apprendre sur les périodes historiques qu'ils explorent? Avec Assassin's Creed Origins, Ubisoft a même lancé un mode Discovery Tour qui transforme le jeu en visite interactive validée par des historiens. Donc quand Ubisoft dit que leurs jeux sont de la fiction, mais qu'ils les vendent aussi comme des outils interactifs, ils ne peuvent pas avoir les deux. En fait, le problème c'est qu'Ubisoft affirme que ces jeux sont ancrés dans l'histoire, mais dès qu'on les critique sur l'authenticité, ils mettent en avant la part de fiction pour justifier leur choix créatif. Et ils brouillent encore plus les lignes en intégrant des personnages fictifs comme Naoe dans des récits qui se veulent historiques. Au final, c'est comme s'ils voulaient le beurre et l'argent du beurre, revendiquer une authenticité historique quand ça les arrange, et se réfugier derrière la fiction quand ça ne passe pas. Et comme si cette polémique autour de Yasuke ne suffisait pas, Ubisoft a aussi lancé une figurine représentant Yasuke et Naoe. Alors c'est quoi le problème? Et bah ce qu'il y a derrière eux. Un tori. Plus précisément, un tori à une jambe. Pourquoi c'est un problème? Parce que ça, c'est le tori unijambiste qui est situé à Nagasaki. Après l'explosion de la bombe atomique, c'est tout ce qui restait de ce tori. Il est par la suite devenu un symbole fort de résilience et de paix au Japon, profondément lié à la mémoire de Nagasaki. Donc associer ce symbole à une figurine pour vendre un jeu vidéo, bah c'est pas juste une maladresse mais une insulte. Imaginez si un studio japonais lançait une figurine d'un personnage américain avec derrière lui les tours jumelles. Vous voyez un peu le problème? Et le pire, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Quand on regarde la communication autour d'Assassin's Creed Shadow, c'est un enchaînement de maladresses et d'erreurs culturelles qui frôlent le ridicule. On nous présente Yasuke comme un samouraï noir, sauf que la réalité historique est loin d'être claire. Pire encore, ils utilisent du hip-hop comme musique de combat, un choix qui n'a strictement rien à voir avec la culture japonaise de l'époque. Ils avaient envoyé des statues à des streamers japonais, sauf qu'elles contenaient des kanji qui n'existent pas. D'autres sont des copies d'œuvres existantes. Ils ont utilisé un trésor national japonais à des fins publicitaires sans autorisation, alors qu'il est indiqué que son utilisation à des fins commerciales est interdite. Et à l'instant où j'écris ces lignes, le jeu qui a déjà été repoussé sur la date du Black History Month vient à nouveau d'être repoussé au 20 mars 2025, qui est la date de l'attentat au sarin dans le métro de Tokyo, considérée comme la date de la plus grande attaque terroriste au Japon. Et comme si ça ne suffisait pas, au lieu d'admettre leurs erreurs et de se remettre en question, ils ont préféré jouer la carte de la victimisation. Le studio a insinué que les critiques japonaises étaient motivées par de la haine et du racisme. C'est terrible, hein. Je pense qu'à ce stade-là, ça dépasse la maladresse. Et sachant qu'Ubisoft travaille avec Sweet Baby Inc., une compagnie fondée par d'anciens employés Ubisoft, spécialisée dans la diversité, l'équité et l'inclusion, c'est difficile de ne pas voir l'ironie dans cette situation. En fait, tout ça montre à quel point Ubisoft est déconnecté des réalités culturelles. Ils ont voulu raconter une histoire progressiste avec un héros noir dans le Japon féodal, mais au lieu de ça, ils ont fini par manipuler l'histoire, offenser la communauté japonaise et faire des erreurs de communication grossières. Tout ça pour cocher des cases. Et c'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, pour certaines entreprises, l'objectif n'est plus de raconter de grandes histoires ni de créer des expériences marquantes. L'objectif, c'est d'afficher ses vertus, montrer qu'on est du bon côté de l'histoire, qu'on est inclusif, progressiste et engagé. Mais à force de vouloir signaler leurs vertus, ces studios finissent par oublier l'essentiel, faire des bons jeux et les gens achèteront vos produits. Et Ubisoft n'est pas un cas isolé, parce que ce phénomène va bien au-delà d'eux. C'est quelque chose qu'on voit partout aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo. Je l'ai mentionné tout à l'heure, ça s'appelle la diversité, l'équité et l'inclusion. En bref, le problème d'EA. If you're a creative working in AAA, which I did for many, many years, put this stuff up to your higher-ups. And if they don't see the value in what you're asking for when you ask for consultants, when you ask for research, go have a coffee with your marketing team and just terrify them with the possibility of what's going to happen if they don't give you what you want. Elle, c'est Kim Beller, la PDG de Sweet Baby Inc., une société de consultants spécialisée dans l'inclusion et la diversité dans les récits de jeux vidéo. Sweet Baby Inc. a collaboré avec de nombreux studios, y compris Ubisoft, bien qu'ils aient depuis retiré cette information de leur site. Pourquoi? Parce que leur approche a suscité une forte réaction négative chez les joueurs. En théorie, l'inclusion est une noble cause. La majorité des gens ne remettent pas en cause l'idée d'avoir des personnages divers ou des histoires inclusives, et le meilleur exemple, c'est sans doute Elden Ring. Toute l'histoire tourne autour de Marika, qui est, spoiler,
à la fois un homme et une femme, et personne ne parle de wokisme. Même chose pour le DLC Shadow of the Earth Tree, où Michaela veut marier son frère. Pareil pour Baldur's Gate 3, où un des personnages les plus appréciés est une femme lesbienne, ou encore Métaphore ReFantasio, qui aborde directement des thématiques comme le racisme. La différence entre les jeux que je viens de citer et les jeux dits woke sont deux choses. 1. L'authenticité, et 2. Un rendu au détriment de la qualité. Et Concorde est sans doute le meilleur exemple. Dès les premières présentations, quelque chose clochait. Au lieu de mettre en avant son gameplay ou ses mécaniques, tout le marketing s'est concentré sur la diversité et l'inclusion, comme si ces éléments étaient des arguments de vente, au lieu d'un enrichissement naturel du récit. Et malheureusement, ça s'est ressenti dans le produit final. Avec des critiques pointant un gameplay générique, une direction artistique peu inspirée et une expérience globalement fade, Concorde est devenu l'exemple parfait d'un jeu où l'affichage de vertu a pris le pas sur la création d'une expérience de qualité. Et ce problème n'est pas limité à un jeu. Chez Ubisoft, certains employés témoignent d'un climat où ils doivent surveiller leurs propos en permanence, par peur qu'une remarque soit mal interprétée. Des détails insignifiants comme ne pas mettre un smiley ou finir un message avec un point d'exclamation sont parfois rapportés comme du harcèlement. Dans ce contexte, Ubisoft semble paralysé, la peur des controverses guide désormais leurs décisions, souvent au détriment d'une vision créative forte. Des promotions sont perçues comme forcées, basées sur des critères idéologiques plutôt que sur des compétences éprouvées. Et tout ça, les joueurs le ressentent. Quand des critiques légitimes émergent sur leur jeu, Ubisoft ne les écoute pas vraiment et les balaye en les qualifiant de réactions toxiques. Et ça nous amène à un autre point crucial, les jeux en eux-mêmes. Parce que ce climat de tension et ces mauvaises décisions ont un impact direct sur la qualité des productions. Quand tu promeus des gens pour leur alignement idéologique plutôt que leurs compétences, quand tu fais passer la peur des controverses avant la créativité, tu te retrouves avec des jeux sans âme. Des jeux qui ressemblent plus à des produits calibrés pour éviter les vagues qu'à des expériences marquantes. Et c'est là qu'on revient à Yasuke. Ce choix n'a rien d'innocent, il s'inscrit dans cette tendance à prioriser l'idéologie sur la créativité. Ce n'est pas une décision artistique, mais une décision stratégique. Et le prix à payer, le voici. À son apogée en 2018, une action Ubisoft valait près de 100 €. C'était l'époque où des jeux comme Assassin's Creed Odyssey et Far Cry 5 dominaient les charts, où le studio était vu comme un pilier de l'industrie du jeu vidéo, mais aujourd'hui, l'action d'Ubisoft est tombée à environ 12,60 €. Elle a perdu 9 fois sa valeur en seulement 7 ans. Et quand on parle d'une entreprise cotée en bourse, une telle chute ne passe pas inaperçue. Les investisseurs fuient, les analystes spéculent et surtout, l'avenir de la société est remis en question. C'est dans ce contexte que Assassin's Creed Shadow va sortir. Et ce jeu n'est pas juste une nouvelle entrée dans une franchise à succès, non, c'est un test. Un test pour savoir si Ubisoft peut encore séduire, encore attirer et encore convaincre. S'ils réussissent, ce pourrait être l'opportunité de regagner un peu de la confiance perdue, parce que la réalité, c'est qu'Ubisoft ne peut plus se permettre de multiplier les faux pas. La situation est si critique qu'il est question de faillite ou, plus probable, d'un rachat. Et dans cette équation, un acteur revient souvent, Tencent. Le géant chinois, qui détient déjà environ 10% des parts d'Ubisoft, a montré son intérêt pour une prise de contrôle plus large. Pour Tencent, ce serait une occasion stratégique de renforcer sa présence sur le marché occidental. Mais pour Ubisoft, ce serait une page qui se tourne. La famille Guillemot, fondatrice et dirigeante historique du studio, pourrait perdre le contrôle qu'elle a toujours tenu si précieusement. C'est ça l'enjeu d'Assassin's Creed Shadow. Ce n'est pas juste un produit, c'est un pari. Et si Ubisoft échoue, ce sera peut-être le dernier pari qu'ils auront eu l'occasion de faire. Le DEI, en théorie, est une noble cause. Promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion, c'est vouloir un monde plus juste et plus ouvert. Mais dans sa mise en pratique, quelque chose se perd en chemin. Parce qu'au fond, utiliser l'identité raciale ou sociale de quelqu'un comme critère d'opportunité plutôt que son mérite, c'est précisément la définition de ce qu'il combat. C'est une injustice déguisée en vertu, un paradoxe qui trahit ses propres idéaux. Ce n'est pas tout le problème d'Ubisoft bien sûr, comme on l'a vu, leurs échecs récents sont aussi le fruit d'une gestion mal pensée, d'une course effrénée aux tendances et d'une peur constante de déplaire. Mais le DEI n'est pas étranger à ces dérives. En cherchant à cocher des cases plutôt qu'à raconter de grandes histoires, Ubisoft a parfois oublié ce qui faisait sa force. Créer des mondes qui nous inspirent, nous marquent et nous transportent. Et c'est là le paradoxe. Sous couvert de construire un monde meilleur, cette idéologie finit parfois par pétiner ce qu'elle prétend défendre. Pour autant, tout n'est pas à jeter. L'inclusion, quand elle est sincère et organique, peut donner naissance à des œuvres magnifiques. Mais quand elle devient une façade, une stratégie pour éviter les critiques ou signaler ses vertus, elle en perd tout son sens. Elle devient un artifice. Et c'est ça le véritable danger. Ce n'est pas l'idée d'un monde plus inclusif qui est problématique, c'est ce qu'on est prêt à sacrifier sur l'autel de cette idée, parce qu'à force de vouloir montrer qu'on est du bon côté de l'histoire, on finit par oublier de la raconter.